La seconde trompe à 5 articulations, exosquelettique, liquéfactrice d'humains et tube nourricier, jaillit du puits et s'étendit dans l'espace au centre de la chambre de capture. Bien sûr, quand je dis qu'elle avait jailli, je parlais en termes relatifs. Mon esprit était si hyper accéléré qu'une seule respiration semblait durer 1 an ou 2. Cette seconde trompe de mort interdimensionnelle se déplaçait assez vite pour que je perçoive de minuscules changements dans sa position après chaque longue séance de méditation. Pour un esprit non accéléré, elle devait bouger à la vitesse de l'éclair, comme un barracuda ou un serpent venimeux frappant pour tuer. Hélène finit par être satisfaite que j'ai vu ce qu'elle désignait, et elle cessa de perdre du temps à capter mon attention. À la place, elle se précipita vers le clavier près du fauteuil. Je suivis son mouvement, et finalement les rangées d'écrans d'ordinateur entrèrent dans mon champ de vision. Avant qu'Hélène ne m'injecte le Mantanovox, les moniteurs semblaient clignoter avec un bruit capable de provoquer des crises. Sous l'effet de l'accélérateur mental cependant, je vis qu'Hélène avait dit vrai. Chaque écran se mettait à jour avec de nouvelles données 500 fois par seconde. Un moniteur affichait la page Wikipédia sur la Bolivie. Celui d'à côté faisait défiler une vieille œuvre de fiction qui disait « Il lança la pipe encore allumée dans la mer. Le feu siffla dans les vagues et au même instant, le navire passa à côté de la bulle formée par la pipe qui sombrait. » L'écran en dessous montrait une partie d'un article académique rempli d'équations. Je n'avais aucune idée du domaine concerné. Je n'arriverais pas à exagérer le soulagement que j'ai ressenti en voyant cet ensemble aléatoire et éclectique d'informations sur les écrans. Ces moniteurs donnaient à mon esprit de quoi s'occuper. J'ai lu la page sur la Bolivie encore et encore. J'ai mémorisé la page de fiction et j'ai étudié les mathématiques si minutieusement que je commençais à les comprendre. Finalement, l'écran qui affichait la page Wikipédia s'est mis à jour. Un processus lent, où j'ai vu l'écran se redessiner lentement, une rangée de pixels à la fois. Voilà à quoi ressemblait un taux de rafraîchissement de 500 Hz sous une overdose de Mantanovox. Hélène s'était mise à taper. J'ai pensé qu'elle pouvait prendre tout son temps. Aussi ennuyeuse que pouvaient être ces informations sur les écrans en temps normal, elle me donnait quelque chose à faire. De quoi réfléchir. Autre chose que mes souvenirs pouvaient invoquer seuls. Des jours plus tard, les premières lettres du message d'Hélène apparurent dans la fenêtre de traitement de texte. On doit... Elle ne gaspillait pas de temps à taper des espaces. La seconde trompe s'était visiblement étirée plus loin dans la pièce. J'avais lu des dizaines de pages Wikipédia et environ une centaine d'écrans remplis d'œuvres de fiction défilaient à l'écran. Ça venait d'un de mes livres préférés, Moby Dick. Je me demandais ce qu'Hélène essayait de dire. On doit quoi? Finalement, une partie supplémentaire de son message se fit entendre. On doit l'éteindre. J'ai deviné ce qu'elle essayait de communiquer. Mais éteindre quoi? La machine de capture du portail? J'essayais d'absorber davantage d'informations qui défilaient sur les moniteurs à 500 Hz. Après l'éternité apparente à ne rien regarder d'autre que le sol, le visage d'Hélène ou les horreurs se déroulant près du portail, lire Moby Dick et des pages Wikipédia au hasard semblait un pur hédonisme. Hélène finit enfin son message. On doit l'éteindre. Disjoncteur sur les armoires de distribution à gauche et à droite. Elle ne perdit pas de temps à se retourner pour voir si j'avais compris. Elle avait sauté de la plateforme dès qu'elle avait fini le message et s'était mise à courir vers l'équipement du côté droit du portail. J'ai dû prendre une décision rapide, ce qui dans mon état mental signifiait que j'y avais réfléchi pendant ce qui semblait être des jours. D'après moi, Hélène présumait que je m'occuperais d'éteindre les disjoncteurs du côté gauche de la chambre. Elle s'était simplement précipitée vers la droite sans vérifier avec moi. Et si je faisais ça, quels étaient les risques de m'approcher de l'horreur interdimensionnelle qui s'agitait hors du portail? Est-ce que je reconnaîtrais l'armoire de distribution si je la voyais? Est-ce que je saurais couper l'alimentation? Il n'y avait tout simplement aucun moyen de répondre à ces questions par la réflexion. Elle ne pouvait être résolue qu'en m'engageant dans cette action. Si la réponse à l'une d'elles était mauvaise, les choses empireraient encore pour moi. Quel était le pire scénario? Que le monstre du portail me liquéfie? La liquéfaction prendrait des mois, pas des secondes. C'était un scénario franchement terrifiant. Mais même après avoir retourné toutes les possibilités imaginables, je ne trouvais pas de meilleure idée. Rester sur la plateforme et attendre qu'Hélène éteigne les 2 armoires équivalait à passer des siècles supplémentaires dans cette pièce. Et si Hélène se faisait tuer en éteignant les disjoncteurs que j'étais censée couper? J'ai voulu que mes jambes bougent, sautent sur la plateforme comme Hélène l'avait fait. Les ordres à mes muscles jaillirent dans mon cerveau à la vitesse de la lumière, pour s'écraser contre mes muscles d'une lenteur glaciaire. J'imaginais mon esprit comme une femme de l'époque victorienne enfermée dans une tour et écrivant un message avec une plume. Mes très chères jambes,
J'espère que cette note vous trouvera en bonne santé. Veuillez sauter sur la plateforme, je vous prie. » Puis le message était envoyé par cavalier et voilier de l'autre côté du monde, pendant que j'attendais des mois et des mois seul dans la tour. Depuis le bord de la plateforme, je ne pouvais plus voir les écrans d'ordinateur. J'étais sortie de mon refuge contre l'ennui devant les écrans. Au lieu de lire des articles Wikipédia et des revues de mathématiques avancées, je passais le temps en attendant que mes jambes m'obéissent. En même temps, j'étudiais le membre qui sortait du portail et s'introduisait dans notre univers. La partie de la tentacule qui avait émergé était brun foncé, avec 5 articulations en forme de coude disposées à des angles étranges. La conception des coudes multiradios semblait lui donner la flexibilité de contourner des obstacles complexes. Quelque chose dans la façon dont il s'étirait au centre de la pièce me faisait penser qu'il ne pouvait ni voir ni sentir ce qui était là. S'il avait des yeux ou d'autres organes sensoriels, il devait se trouver sur le corps incompréhensible à l'intérieur du portail. Je passais le temps à imaginer à quoi pouvait ressembler le reste de la créature, et quel environnement, d'où qu'elle vienne, l'avait conduite à évoluer en ce monstre liquéfacteur d'humain qui s'introduisait dans la chambre de capture. J'ai enfin quitté la plateforme. J'étais en l'air pendant des mois pendant que je sautais les quelques mètres jusqu'au sol. J'ai bien configuré mon corps et je ne suis pas tombée en atterrissant. Ce n'était pas vraiment une figure qui m'aurait valu 10 points en gymnastique olympique, mais c'était assez bon. Bien que je ne l'entendais pas, mon atterrissage avait produit du bruit, car le bras à 5 articulations a semblé changer de schéma de mouvement quand j'ai atterri. Et là, il s'est mis à se précipiter vers moi. Est-ce qu'il avait entendu mon mouvement ? J'incitais mon corps à sprinter vers l'arrière de la pièce, là où Hélène avait dit que se trouvaient les armoires de distribution électrique. J'avançais avec la vitesse de l'herbe qui pousse, et la tentacule était en train de se diriger vers moi. Ses 5 coudes s'étaient redressés d'un coup, lançant l'extrémité en forme de serpillière liquéfactrice d'humain vers moi, à une vitesse qui aurait été imperceptible pour un humain non surdosé de Montanovox. J'avais tout le temps de réfléchir à la meilleure façon d'esquiver son attaque. Il était clairement bien plus rapide que moi. J'avais estimé que je pourrais avancer environ 1 mètre avant que la tentacule soit complètement étendue. J'ai évalué la longueur de chacun de ces segments intercoudes et je me suis dit qu'à pleine extension, il serait assez long pour m'atteindre. En d'autres termes, j'allais mourir. Si j'avais raison sur le fait que l'horreur extradimensionnelle qui me chassait fonctionnait à partir du son de mon atterrissage depuis la plateforme, et bien sûr qu'elle ne pouvait pas me voir, alors sa poussée viserait probablement mon atterrissage, juste près du sol. Si je sautais vers le haut, la fraction de seconde de mouvement ascendant que j'atteindrais avant que la frappe de la tentacule ne m'atteigne maximiserait la distance entre moi et mon point d'atterrissage. J'ai donc décidé de sauter, puis j'ai attendu. J'ai souffert pendant des mois d'attente, complètement terrifiée, pour voir si je survivrais à la frappe ou non. J'ai quitté le sol à une vitesse déconcertante, et la tentacule se rapprochait de plus en plus. Si ça passait, ça allait passer de justesse. Je me demandais à quoi ça ressemblerait. Est-ce que la liquéfaction allait être comme une brûlure? Une déchirure des tissus? Peut-être que ce serait juste un engourdissement sourd. J'ai réfléchi à chacune de ces possibilités, en essayant de me préparer à ce qui arriverait si la tentacule me touchait. Aussi tendu que fut ce moment, il finit par devenir ennuyeux. Mon pari de vie ou de mort ressemblait plus à une stratégie d'investissement financier à long terme, comme acheter et conserver des actions, puis attendre et attendre encore pour en voir les résultats. Je me suis remise à méditer. Je me remémorais toute ma vie. J'ai aussi réfléchi au mystère du portail et à Hélène elle-même. Comment avait-elle appris les effets d'une overdose de Montanovox et son antidote potentiel? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la trompe interdimensionnelle de mort, ou peu importe ce que c'était, n'était pas mon pire problème. J'étais vraiment idiote. J'avais eu tant de temps pour réfléchir et planifier depuis qu'Hélène avait tapé ses instructions. Pourquoi est-ce que ça ne m'avait pas traversé l'esprit? Il n'y avait qu'une seule dose d'antidote. Celui qui reviendrait en premier à la plateforme d'observation se sauverait. L'autre serait condamné à une éternité littérale de souffrance silencieuse et glaciaire. J'étais dans les airs, m'éloignant de la plateforme d'observation et attendant sans fin pour voir si j'allais être touchée ou non. Qu'est-ce que je devais faire? Pivoter en l'air en risquant une chute catastrophique et une interaction probablement mortelle avec le démon du puits, et tout ça juste pour prendre une longueur d'avance vers la plateforme où l'antidote reposait? Et Hélène, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle pensait? Son message à propos de l'armoire de distribution était-il un superfuge? Est-ce qu'elle essayait de m'éloigner afin qu'elle puisse prendre l'antidote sans combat? J'ai tourné la tête pour regarder au-delà de la tentacule. De l'autre côté de la pièce, des semaines plus tard, ma vue s'était suffisamment déplacée pour voir Hélène bouger derrière la machinerie du portail.
Elle semblait toujours s'éloigner de la plateforme d'observation, juste vers l'arrière de la pièce où les armoires de distribution électrique étaient censées se trouver. C'est là que j'ai pris la décision la plus majeure de ma vie. J'ai décidé de faire confiance à Hélène. Je n'ai pas essayé de changer de direction. Je me suis contentée de maintenir un sprint total vers l'arrière de la pièce et espérer le meilleur. J'ai fini par atterrir de mon saut. La tentacule frappa le sol à quelques centimètres de moi. Je me suis alors mise à courir vers la machine à l'arrière de la pièce et je remarquai que la chose ne me suivait pas. 20 ou 30 ans après avoir sauté de la plateforme, ou environ 10 mètres plus loin, je me suis risquée à regarder en arrière. Ma tête a alors pris 1 an pour tourner. Et là, j'ai vu que la tentacule avait changé de direction et se dirigeait vers Hélène. Qu'est-ce qui allait se passer si Hélène mourait? Le système de distribution électrique pour l'équipement de capture était-il à double redondance? Si je coupais l'équipement de mon côté, mais qu'Hélène n'atteignait pas le sien, est-ce que tous ces efforts allaient être vains? Est-ce que j'allais devoir passer encore des décennies à courir de l'autre côté de la pièce, juste pour atteindre les interrupteurs du côté d'Hélène? Je n'arrêtais pas de me poser des questions. Je me suis alors remise à courir pendant des années. Je pleurais ma vie d'avant. La vie d'il y avait 60 secondes en temps de perception normale. Et j'oubliais. C'est ce que font les cerveaux. Apprendre et oublier sont les deux faces d'une même pièce. Acquérir de l'expérience et acquérir de l'ignorance sont le même phénomène biologique. J'avais effectué 5 pas de plus, ce qui équivalait à 1 année. Je me suis encore remise à méditer. J'imaginais de nouvelles personnes et entretenais des relations de plusieurs années avec elles. Encore 5 pas. J'ai contourné un socle en béton qui soutenait l'un des énormes axes entraînant l'équipement de capture. Et enfin, j'ai vu l'armoire de distribution. Une armoire portant un symbole d'éclair et des mots dans une langue dont je me rappelais à peine. Ça disait haute tension. Elle était toute proche, mais je savais que ça allait me prendre des années. J'ai couru, j'ai prié, et en particulier pour que le bras démoniaque revienne, qu'il surgisse de derrière les panneaux ou se glisse derrière moi et me frappe. Je voulais en finir. Je voulais arrêter de penser. Je ne voulais plus d'océan de temps à traverser dans la souffrance. Malheureusement pour moi, mes prières n'ont pas été entendues. Alors j'ai continué à vivre. Malgré tout le temps d'une carrière pour anticiper mon arrivée à l'armoire de distribution, j'ai de nouveau raté la décélération nécessaire pour un arrêt en douceur et je me suis écrasée contre la porte. J'ai pris la poignée en rebondissant sur la tôle et je l'ai ouverte d'un coup tout en me stabilisant. 2 rangées de disjoncteurs de 70 ampères étaient montées en ligne verticale impeccable. Au sommet, un gros interrupteur principal avec une poignée rouge. Je l'ai attrapé, un acte qui bien sûr m'a pris 1 mois. Et j'ai tiré de toutes mes forces vers le bas, mais rien ne s'est passé. Si c'était le cas, ça voulait peut-être simplement dire que j'avais atteint le côté gauche avant qu'Hélène n'atteigne le droit. Ou dans le pire des cas, ça voulait peut-être dire qu'Hélène avait été tuée par le bras démoniaque, juste avant de pouvoir couper l'alimentation de son côté. Ou peut-être qu'elle m'avait trahi, et qu'elle se faufilait vers la plateforme d'observation pour prendre l'antidote. J'ai décidé d'investir mon temps à jeter un coup d'œil aux armoires d'équipement pour regarder le portail. Il était toujours là, une coupure pentagonale parfaite dans l'espace-temps. Le cadre en forme d'étoile dans un cercle fait de machinerie en mouvement qui avait capturé ou créé le portail brillait encore d'un rouge cerise. L'équipement de capture était toujours alimenté. Les 2 bras gigantesques, semblables à des insectes de l'ère des dinosaures, s'étendaient encore hors du trou dans l'espace. L'un continuait d'aspirer l'homme liquéfié sur la plateforme, et l'autre, celui qui avait tenté de me transformer en jus d'humain, était occupé à quelque chose d'obscurci par la machine. Mais là, quelque chose changea. Et ça avait changé vite. Bien plus vite que tous les phénomènes que j'avais vus depuis qu'Hélène m'avait injecté le Mentanovox. C'était l'éclairage de la pièce. 2 douzaines de lumières d'urgence rouge installées au plafond s'allumèrent simultanément. Dans mon imagination, j'entendis une sirène d'urgence commencer à hurler. Mais mon esprit était bien trop accéléré pour que l'énergie sonore si lente produise un signal perceptible. Le portail changea aussi. Les bords autrefois nets du trou pentagonal dans l'espace étaient maintenant flous et instables. J'y ai réfléchi, puis j'y ai réfléchi encore et encore. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre après tout? J'ai supposé qu'Hélène avait coupé l'armoire de distribution électrique du côté droit. Sans alimentation pour l'équipement, le portail se refermait ou se stabilisait. Et c'est là que j'ai repensé à l'antidote. Je ne pouvais toujours pas voir Hélène à travers la forêt de machinerie et de racks d'équipement. Mais je l'imaginais courant comme une folle vers la plateforme d'observation, juste pour prendre la seule dose d'antidote pour elle-même. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je me suis alors lancée vers la plateforme d'observation
poussant sur l'armoire de distribution électrique pour gagner en accélération. Hélène m'avait certes injecté le Mentanovox, et je savais qu'elle avait ses raisons, mais cela m'importait peu désormais. Elle m'avait condamné à un siècle d'emprisonnement silencieux dans cette pièce. Je méritais l'antidote, pas Hélène. J'ai couru, et j'ai couru encore pendant des années. Seulement 40 pas jusqu'à la plateforme d'observation. Chacun de ces pas était un puissant fond de vide que je devais remplir avec mes pensées. J'ai jeté 2 regards en arrière. Chaque petit geste me ralentissait légèrement, causant des mois de retard. Avec mon premier regard en arrière, 10 pas depuis l'armoire électrique, je vis à peu près la même scène qu'avant. Le portail commençait à se brouiller ou à se déformer, et les 2 tentacules massives s'agrippaient encore dans la pièce. 32 pas depuis l'armoire électrique, et quelques mètres de la plateforme. J'ai regardé de nouveau en arrière. Maintenant, les 2 tentacules s'agitaient frénétiquement. Est-ce qu'elles étaient en train de souffrir parce que le portail se déstabilisait? Ou est-ce qu'elles étaient énervées? Dans tous les cas, je n'avais toujours aucun signe d'Hélène. J'ai plongé sur la plateforme d'observation, m'étendant horizontalement dans l'air comme si je jouais au frisbee. Je suis restée en l'air longtemps. Très longtemps. Me sentant un peu comme Superman. Mais comme toujours, je m'ennuyais. J'ai fini par atterrir sur le ventre et j'ai glissé du bord de la plateforme jusqu'au fauteuil au centre. Je me suis relevée d'un bond et j'ai saisi la seringue de flumazénil sur la table. Puis j'ai tourné la tête pour chercher Hélène. En m'injectant tout le flumazénil, je condamnais efficacement Hélène à une mort aussi atroce que celle de S47. Est-ce qu'elle allait m'attaquer à nouveau pour me prendre le médicament? J'étais en train de me poser cette question quand je l'ai vue. Mes décennies d'inquiétude et de complot sur Hélène prenant l'antidote étaient complètement erronées. Hélène, toujours en blouse blanche, était encore près de la plateforme du sujet d'essai, escaladant l'un des pylônes de la machine de capture. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? À vrai dire, est-ce que ça m'emportait vraiment? J'ai saisi la seringue sur la table et je me la suis injectée immédiatement dans le cou. Ce processus a pris des mois. Bien sûr, seulement quelques secondes de temps réel s'étaient écoulées. Mais dans ces secondes, j'avais vu Hélène grimper jusqu'à la zone active de la machine de capture. La partie la plus haute avec les rails rougeoyants. D'un mouvement fluide, elle s'était propulsée par-dessus l'un des rails et dans le portail. Elle avait pivoté pour me faire face en tombant. Je ne sais pas si elle m'avait vu la trahir en prenant le flumazénil pour moi-même. Elle était trop loin pour que je puisse lire son expression. Hélène s'était mise à chuter lentement dans la faille temporelle, au même moment où je poussais la dose de flumazénil dans mon cou. Quand Hélène m'avait injecté le Mentanovox, l'effet s'était manifesté en une fraction de seconde. L'antidote, le flumazénil, avait agi aussi vite. Mais étant surdosé de Mentanovox, la fraction de seconde d'attente pour que ça fasse effet sembla des semaines. Le temps s'accéléra lentement pendant ces semaines. La chute d'Hélène dans le puits alla de plus en plus vite. Les bords du portail se brouillèrent et se tordirent en un rythme frénétique. Les énormes tentacules à 5 articulations se rétractèrent dans le puits, finissant par bouger si vite que je pouvais percevoir leur mouvement comme l'aiguille des minutes d'une horloge. J'ai fini par entendre un grondement doux et grave. On aurait dit du tonnerre annonçant un orage au loin. Peu après, le portail disparut. Je ne sais pas s'il s'était enfin fermé parce que l'équipement de capture était éteint ou s'il était toujours là, invisible pour moi parce que mon esprit ne courait plus assez vite pour le voir. Le tonnerre résonna à nouveau. Le son montait en fréquence. J'ai senti mon cœur battre pour la première fois en plus d'un siècle. Une lente pression dans ma poitrine. Et l'instant d'après, tout était revenu à la normale. Le tonnerre doux et distant était soudainement devenu assourdissant. C'était une sirène hurlante. Je me suis mise à entendre mon propre souffle rapide. J'ai toussé, j'ai crié, et je ne reconnaissais plus le son de ma propre voix. Mes jambes avaient cédé et j'étais tombée au sol à une vitesse terrifiante. Tout bougeait trop vite. Je n'avais pas le temps de penser à quoi que ce soit. Derrière moi, j'ai entendu la porte de la chambre de capture s'ouvrir brutalement. J'ai crié à nouveau, surprise par le bruit, et je me suis retournée pour regarder. Je n'ai pas eu à attendre pour voir qui entrait. Mon corps avait obéi immédiatement à mes désirs. Une douzaine d'hommes et de femmes s'étaient précipités dans la pièce. Des gardes de sécurité tenant des fusils, comme s'ils étaient prêts à tirer à tout moment. Des gens en blouse blanche tenant des compteurs Gégère et autres capteurs. Et une équipe médicale. Ils bougeaient si vite que c'en était accablant. Comment est-ce que j'avais pu exister à cette vitesse avant? Comment une personne peut-elle traiter des informations dans un monde où tout va si vite? Une demi-douzaine d'entre eux s'étaient mis à m'entourer, hurlant des ordres d'évacuer la chambre et posant des questions sur mon état. Des questions sur Hélène. J'ai essayé de répondre, mais je n'ai pu que bégayer des fragments de mots. J'avais oublié comment parler.
Ils m'ont fait sortir précipitamment de la chambre de capture, la pièce où j'avais passé l'essentiel de mes dizaines d'années de vie. Ils m'ont pratiquement jeté sur une civière et m'ont conduit dans une installation médicale située dans le même couloir que la chambre de capture. J'ai pu avoir une bouteille d'eau, mais je m'étouffais en la buvant car j'avais oublié comment avaler. Ils ont pris un échantillon de sang et je les ai entendus prononcer les mots dégradation d'engrammes. Plus tard, ils m'ont donné les résultats de mes analyses sanguines. Ma dégradation d'engrammes montrait que j'avais vécu 125 ans de conscience. J'avais 32 ans quand j'étais entrée dans la chambre de capture. Mon corps a toujours 32 ans, mais mon esprit en a 152. La majeure partie de ma vie a été passée dans l'angoisse, luttant pour survivre et échapper à mon tourment dans cette immense pièce souterraine. Je suis restée un moment dans l'installation médicale. Des jours, je crois. Mais c'est passé comme un éclair, un instant. Je sais comment passer une année entière à ne rien faire d'autre que fixer le sol. Passer du temps dans l'installation médicale était un jeu d'enfant. Après quelques jours, j'ai réussi à retrouver ma capacité à parler, à avaler et à marcher. Puis ils m'ont laissé partir. Quelqu'un en blouse blanche, un collègue d'Hélène, m'avait escorté hors de l'installation souterraine profonde jusqu'à la porte d'entrée du bâtiment. Ça a été étrange de refaire le trajet à travers les bureaux et le hall que j'avais parcouru plus d'1 siècle auparavant. Il m'avait dit un simple bonne chance en tenant la porte ouverte pour moi. J'étais sortie et j'avais vu le ciel pour la première fois en 120 ans. Quand j'ai senti mes cheveux bouger sous le souffle du vent, j'ai pleuré. Il y avait tant de voitures dans le parking. Laquelle était la mienne? Je ne m'en souvenais plus. J'ai fini par la trouver et je ne sais même pas comment. Je l'ai ouverte avec ma clé et je me suis assise sur le siège conducteur. Une tasse de café à emporter gisait encore sur le sol devant le siège passager. Est-ce que c'était la mienne? J'avais du mal à m'en souvenir. J'ai ouvert la boîte à gants et j'ai trouvé la carte grise. Elle portait mon nom et mon adresse. Et là, je m'étais demandé où était la voiture d'Hélène. Est-ce qu'elle avait conduit jusqu'au travail en s'attendant à se projeter dans une autre dimension? À vrai dire, je n'arrêtais pas de penser à elle. Mais en même temps, j'étais contente de ne pas être à sa place. Au bout de quelques minutes, j'ai réalisé que je ne pouvais pas conduire. C'était trop effrayant. N'avoir que quelques secondes pour réagir aux feux de circulation changeants, mais aussi au mouvement des autres voitures sur la route. J'ai marché jusqu'à la porte principale et j'ai fait appeler un taxi. Le taxi m'a conduit à l'adresse sur ma carte grise. Une maison de ville vaguement familière dont la porte s'était effectivement ouverte avec ma clé. Par chance, la récupération va vite. Tout va vite pour moi comparé à ma vie dans la chambre de capture. Les jours filent à une vitesse terrifiante. J'ai passé une semaine à enregistrer tout ce dont je me souviens de ma longue vie dans cette pièce. Et c'est pourquoi je vous publie mes expériences ici. Ce qui se passe dans ce laboratoire gouvernemental ne devrait pas rester secret. Je sais que j'ai signé un accord de confidentialité dans le bureau d'Hélène. Je sais aussi qu'il m'engageait à ne pas parler de ce que j'avais vu ou vécu. Mais franchement, je m'en fiche. Après tout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Me mettre en prison quelques années pour avoir divulgué des secrets? Ça ne servirait à rien. Car croyez-moi, ils savent que je peux purger cette peine facilement. Or a map? Quite good. I need a base with lights. Mr. Ghost, I don't mean to threaten you, but the next time somebody says I need a base when I don't even have the resources to start building a base, I'm going to shoot them. This is not a threat. This is a warning. Oh! That's based. That's it! Oh god! No! No! Go, 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 go! Shit. Oh, we didn't get any any copper. Ah! Fuck you, dumbass fish! Okay. Copper, please. Please, copper. Yes!
Oh, the fucking hell.